Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je m'appelle Robin Desbois, du coup, je suis fondateur de la Synagogue Lumière. Est-ce que tu conseillerais que les personnes dans notre génération, elles ne s'affichent pas sur les réseaux et tout et ne montrent pas leur visage? Ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu deviens le produit de l'algorithme. D'accord, moi aussi je vais montrer mon vrai visage. Wow! Ça me fait penser à la phrase d'un écrivain qui s'appelle Kafka. Caca? Non, Kafka, frérot. Tous les organes importants de la France se font hacker. La Poste s'est fait hacker, Free s'est fait hacker, France Travail s'est fait hacker. Le plus gros contracteur de mutuelles en France s'est fait hacker. Bienvenue dans cette vidéo YouTube, format un peu différent. C'est très rare que j'invite quelqu'un sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'ai l'honneur, que dis-je, le surhonneur d'inviter à la Serious House Robin Desbois. C'est un philanthrope, écrivain, auteur, narrateur et hacker. Il est connu pour avoir hacké Sciences Po Paris quand même. Tout à fait, c'est comme ça que ça a commencé, frérot. Je voulais rejoindre l'élite de l'Académie française et de l'éducation nationale. Je me suis dit que j'allais faire Sciences Po, puis ça s'est pas très bien passé lors du concours, puis c'est pour être j'ai hacké l'école, puis je me suis fait arrêter. Et Robin Desbois est né comme ça. Il est né comme ça. Ben d'ailleurs, présente-toi un petit peu. Il est né où exactement et comment ça se fait? C'est quoi un peu ton parcours avant de devenir ce Robin Desbois? Alors, j'ai 404 ans, je suis né à Poudlard. Dumbledore, c'est le frérot, c'était le voisin. Je m'appelle Robin Desbois, du coup. Je suis fondateur de la Synagogue Lumière. Je suis donc un juif lumière, juif aquatique également aussi, juif d'en bas qui monte en haut, et bientôt juif d'en haut qui regarde en bas. Bientôt. Et voilà, frérot, j'essaye en soi de dépenser mon énergie dans des activités nobles. J'ai écrit des livres. Actuellement, j'en ai 2 qui ont d'ores et déjà été publiés. D'ailleurs, frérot, tiens, je te les offre, c'est pour toi. Oh, Voilà. merci. C'est mes 2 livres. Lève-toi et code. Tout à fait. Princess Data, qui est le deuxième. Ah, mais t'as pris du poids depuis ce Lève-toi et code, hein? J'ai pris du poids. Oui, là, t'avais l'air plus fit. Peut-être, frérot, peut-être. Peut-être effectivement que j'ai abusé sur le ton Marissa. Peut-être effectivement. Ça, c'est sympathique. Et Princess Data, c'est? Princess Data, c'est la suite, c'est le deuxième roman. C'est des romans dans lesquels je raconte ma vie et en même temps ici, c'est des critiques de la société. Je parle de l'hyperdigitalisation, notamment de notre société, comment les rapports entre les gens ont changé, comment est-ce qu'en fait Internet a fracassé notre monde à tout jamais. Je pense que tu es très conscient de ça. Oui, bien sûr. Et voilà, je suis dans une optique en fait d'éveiller les gens. J'ai l'impression aujourd'hui que le monde passe par l'écran, que l'écran et les réseaux et plus largement Internet dirigent et contrôlent nos vies. C'est ce qui régit l'actualité, c'est ce qui fait que tu peux gagner de l'argent ou en perdre. C'est les sources de conflits et je pense que c'est important que les gens soient éduqués là-dessus. Alors, moi, je vais éduquer personne parce que je suis juste un juif masqué. Mais si je peux apporter ma pierre à l'édifice en écrivant des livres et que ça plaît aux gens, c'est ma mission. Toi, t'es, on va dire, un anonyme, vu que personne n'est censé savoir ton visage, qui tu es, quel est ton vrai prénom, etc. Est-ce que tu conseillerais que les personnes dans notre génération, elles ne s'affichent pas sur les réseaux et tout et ne montrent pas leur visage et n'aient pas de réseaux sociaux, tout simplement? C'est une bonne question. Je dirais que c'est un choix personnel. Moi, personnellement, donc sans le masque, j'ai pas de réseaux sociaux. J'en ai vraiment jamais eu. Il n'y a pas de photo de moi sur Internet. Mais c'est un choix personnel parce que je pars du principe que aujourd'hui, en fait, plus tu livres des informations sur toi, plus c'est facile après pour l'algorithme de déterminer ce que tu veux. Et aujourd'hui, en fait, là où avant, on était dans une société qui était, tu sais, on parle souvent de Bourdieu, du fait que tu sois le produit de ton environnement ou le produit des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tu deviens le produit de l'algorithme. Donc, en fait, plus tu livres d'informations à l'algo, plus tu donnes de toi, tu montres ce que t'aimes, ce que tu veux, ce qui te fait peur, ce qui t'anime, plus en fait l'algo va pouvoir te hacker et après t'envoyer des choses pour te vendre soit une idéologie, soit des produits. Donc en fait, moi je me mets en retrait de ça. Et j'ai pas envie d'être victime de l'algorithme. Au contraire, j'ai envie plutôt d'être son contremaître. J'ai envie d'utiliser l'algorithme à mon avantage, notamment aussi pour promouvoir mes livres et le personnage de Robin Desbois. Mais donc, pour répondre à ta question, d'un point de vue personnel, je conseille pas trop aux gens de s'afficher. Après, tu sais, ça me fait penser à la phrase d'un écrivain qui s'appelle Kafka. Ouais, je sais pas si tu connais. Caca? Non, Kafka, frérot. Kafta? Caf? La CAF?
Ça, c'est les Juifs et les Arabes et les Noirs qui vont là-bas, non? C'est quoi la CAF? C'est un truc en France, ça, non? C'est la caisse des allocations familiales. Ah oui, c'est ça, ouais. Mais Kafka, en l'occurrence, c'est un écrivain Oui. qui... Donc, quand on dit quelque chose est kafkaïen, c'est l'absurde et c'est le non-sens un petit peu de notre univers. Mais Kafka disait que bah, la vie, c'est un bal masqué et que lui s'en est rendu compte trop tard et qu'il se sentait con d'avoir montré sa vraie tête aux gens. Et si tu regardes bien aujourd'hui, c'est une belle image pour montrer à quel point est-ce que sur Internet ou sur les réseaux ou même dans la vraie vie, les gens mentent, les gens sont hypocrites, les gens affichent une version d'eux-mêmes qui ne sont pas véritablement. Et c'est pour ça qu'en restant masqué, j'essaye de conserver une authenticité et de rester moi-même. Et d'ailleurs, tu m'as déjà vu plusieurs fois sans visage. Sans visage. Sans masque? Oui. Sans masque, plutôt, oui. Du coup, pour moi, c'est sans visage, mais bon. Et je reste le même, tu vois. Je suis le même animal. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, j'essaye de garder une authenticité pour que le message soit transmis. D'accord. Moi aussi, je vais montrer mon vrai visage. Wow! Mais frère, qu'est-ce que t'as fait? C'est mon vrai visage. Mais frérot, là, il y a un attentat capillaire, là, qui a été effectué, non? C'est le renouvellement de Sirius, tu vois. J'ai décidé de tourner la page, en même temps tourner la page et tourner mes cheveux. Et je pense que l'être humain, il doit pas être jugé par son apparence, mais par ses paroles et ses actes et ce qu'il apporte. C'est beau ce que tu dis, frérot. Et je te rejoins là-dessus. Par contre, frérot, si je peux me permettre, capillairement parlant, là, t'es sur un projet, il est non homologué de ouf, là. C'est pas grave. Dans tous les cas, il y a que Dieu qui peut me juger. C'est beau ce que tu dis. Et maintenant, j'aimerais quand même parler d'un truc que toi, enfin, c'est assez rare. J'ai jamais vu quelqu'un, un hacker, tout simplement. Genre, est-ce que tu es toujours en service? Tu peux faire toujours des trucs ou tu t'es retiré de ça? C'est quoi ton domaine maintenant? Comment tu fais du bif, en gros? Alors déjà, depuis mon arrestation, j'ai arrêté toutes les activités illégales et depuis mon exposition médiatique, je dirais, parce que bah c'est un chapitre de ma vie qui a été clôturé et qu'il est temps de passer à autre chose. Donc tout ce qui est illégal, j'ai totalement arrêté. Maintenant, je peux très bien être un hacker éthique et par exemple trouver des failles sur des sites internet ou n'importe quoi et après les envoyer aux autorités compétentes pour qu'elles puissent régler le souci. Et après, je fais des petites singeries à gauche, à droite. Genre, par exemple, bon, on pourra montrer aux gens, mais quand tu m'as ouvert ton portail là tout à l'heure quand je suis arrivé, j'en ai profité pour utiliser mon Flipper 0. Frérot, il se pourrait que j'ai enregistré, du coup, la clé pour ouvrir ton portail. Donc toi, moi, je t'invite chez moi et toi, tu trouves quoi de mieux de faire que de prendre ça et doubler les clés de mon portail, en fait, c'est ça? Bah ouais, mais frère, en fait, je me dis que si jamais je suis à Dubaï un jour et que j'ai pas où dormir, bah, je pourrais aller chez toi. T'es vraiment un bâtard. Mais je sais que tu ne feras rien parce que tu es un gentil juif. Exactement. Je suis un juif lumière, je suis dans la gentillesse la plus totale. Et au pire, j'ouvre ta porte, ça veut dire que faut que je dorme quelque part, quoi. Ok. Tu m'hébergerais chez toi? Oui. Merci. Parce que tu es une gentille personne. Merci. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter sur ton parcours un peu de geek qui est un peu autiste? Une anecdote par rapport à quoi, frérot? Vas-y, par exemple, t'as hacké Sciences Po Paris, vas-y, c'est super. T'as peut-être fait d'autres trucs comme ça ou rien à voir ou alors des J'ai trucs fait d'autres à choses, raconter? mais le problème, c'est que je pourrais pas le dévoiler parce que sinon, ça pourrait mettre dans des situations qui pourraient être incriminantes. Dans les anecdotes sympathiques, il y en a plusieurs. Bah, disons que parfois, le masque, ça peut faire peur aux gens. Parfois, au contraire, ils se sentent tout permis avec moi. Ça peut être n'importe quoi. Ça m'est déjà arrivé de sortir complètement masqué à des événements. Par exemple, j'ai assisté à Vivatech à une conférence d'Elon Musk, j'étais masqué, il n'y avait aucun problème. Puis après, notre président Emmanuel Macron a parlé. La garde, la chef de la sécurité, elle m'a vu, elle était en mode, mais t'es qui, toi, masqué de la tête aux pieds, elle m'a sorti. Il y en a eu quelques-unes des anecdotes assez sympathiques, mais souvent c'est lié au masque, quand même. Mais tu te balades pas comme ça tout le temps. Quand je suis en Radin des Bois, quand Radin des Bois a besoin d'exister, si, tout le temps. Ah. Par exemple, la première fois qu'on s'est vu, j'étais Oui, masqué. c'est vrai, la première fois qu'on s'est vu, t'étais masqué. Généralement, je ne veux pas m'attraiter aux gens, sauf si je vois qu'il y a un vrai feeling humain entre nous et que je trouve qu'il y a une bonne âme chez mon interlocuteur, auquel cas, il verra ma tête. Ça veut dire que moi, j'ai une belle âme alors? Je pense que tu as une bonne âme, en effet. Ok. C'est gentil, merci. Mais de rien. Du coup, toi, t'es un peu dans le monde de la tech, on est d'accord? Ouais, on pourrait dire ça, ouais, bien sûr. Est-ce que tu te balades un peu sur le dark web, des trucs comme ça? Ça, c'est des trucs qui t'intéressent ou pas trop? Ouais, j'essaye de me tenir au courant de l'actualité parce que c'est important, que c'est mon monde et que pendant très longtemps, c'était aussi ma source de revenus principale. Et en fait, depuis un an ou deux, ce qu'on observe, c'est que la France se fait vraiment hacker. La France, tous les, comment dire, tous les organes importants de la France se font hacker.
La Poste s'est fait hacker. Free s'est fait hacker. France Travail s'est fait hacker. Le plus gros contracteur de mutuelles en France s'est fait hacker. Et je crois, je veux pas dire de bêtises, mais que la France est le 3e pays au monde qui représente le plus de fuites d'informations personnelles. Et ça, c'est dramatique parce que je pense que ton audience en est conscient. Mais en France, on reçoit énormément d'appels d'arnaque, on reçoit énormément de SMS, tu sais, bonjour, je suis en bas de chez vous, livraison, il faut payer les 1,60 € alors qu'à un commandé. Et en fait, l'avènement du cybercrime, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je pense que le crime est en train de passer de la rue au clavier, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent, en fait, à faire en restant devant l'ordinateur qu'en vendant du shit dans la rue. Et je suis extrêmement intéressé par ce phénomène-là. Ah, c'est comme en gros tous les brouteurs, les trucs comme ça, c'est eux qui rachètent les données qui se font hacker, c'est ça ou pas? Exactement. Donc en fait, on va utiliser les bases de données qui seront hackées. Dans une base de données, tu vas avoir toutes les informations sur les personnes qui étaient présentes sur le site internet. Donc dans la base de données, tu vas avoir le nom de la personne, le prénom, le numéro de téléphone, les mots de passe qu'il a pu utiliser, son adresse. Et donc en fait, tout ça après, ça équivaut à de la data chaude que tu peux réutiliser après pour des arnaques, pour des scams. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a vraiment une prolifération massive d'arnaques en France. Mais j'entends souvent, il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Mais je me demandais, genre, toi, tu sais combien ça coûte genre, de racheter des bases de données genre, Oui, bien sûr. Bien sûr, ça coûte pas si cher que ça en fait, parce que ce qui compte, c'est est-ce que quelqu'un a déjà utilisé la data ou pas. Donc si personne n'a utilisé la data, on va dire que c'est fraîche, et donc du coup que personne ne l'a tapé entre guillemets, et donc du coup ça vaut beaucoup plus cher puisque c'est de la data non exploitée sur laquelle tu vas pouvoir faire plus d'argent. Une fois qu'une base de données qui était censée être privée et semi-privée, et que les informations commencent à leaker, la valeur de la base de données va commencer à descendre aussi petit à petit, puisque de plus en plus de personnes vont obtenir cette data et vont l'utiliser pour faire des méfaits et des délits. Donc, une base de données que personne n'a, en fonction de ce que tu as, ça peut valoir 5, 10 000 euros, quelque chose comme ça, parfois bien plus lorsqu'il s'agit d'informations importantes. Mais la base de données, ça équivaut à combien de personnes dedans, plus ou moins? Ça dépend de ce que tu as hacké. Mais les exemples que je t'ai cités tout à l'heure, on parle de millions de personnes. Des millions de personnes, ça vaut que 5, 10 000 euros? Ça vaut rien du tout. Parce qu'en fait, le mec qui a dump la base de données, donc la personne qui a hacké le site et qui a après dump, lui, il n'a pas encore gagné d'argent. Et soit c'est un cybercriminel qui fait aussi du scam et il va utiliser cette base de données pour gagner encore plus d'argent, auquel cas il va pas la vendre. Ou alors, au contraire, c'est juste un mec, en fait, qui trouve des failles sur les sites, qui dump les bases de données et qui les revend après. Et tout ça, ça se fait sur le dark web alors, en général? Où il y a Alors, des groupes. ça se fait pas nécessairement sur le dark web. Tu peux acheter et trouver ces mecs-là sur le dark web. Il y a aussi des forums sur l'internet classique qui sont généralement bien cloisonnés et auxquels faut avoir accès. En fait, faut connaître les URL tout bêtement. Mais oui, le cybercrime aujourd'hui, il est quand même très très présent sur le dark web. Tu vas avoir vraiment des gangs spécialisés dans certaines activités. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le cybercrime, il y a plein de branches. C'est un petit peu comme une pieuvre. Et tu vas avoir des gens qui vont être spécialisés dans l'arnaque téléphonique. Tu vas en avoir, ils vont envoyer que des emails de spam. Tu vas en avoir qui, au contraire, vont essayer d'envoyer des virus pour infecter ton ordinateur et après peut-être récolter des informations bancaires comme des cartes de crédit. Ou alors essayer de miner des crypto-monnaies à partir de ton ordinateur. Tu vas avoir en fait un monde que les gens ne voient pas, qui existe, qui est bien présent, qui génère des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et ce monde, c'est celui que j'ai quitté pour aujourd'hui être dans la lumière et dans la bienveillance. C'est ce qu'on appelle un white hat. C'est ça, non? On pourrait dire effectivement que je suis un white hat. White hat, du coup, c'est les hackers éthiques. C'est ceux qui trouvent une faille et qui, plutôt que l'exploiter pour leur propre gain, vont en fait essayer de la corriger. Et oui, on pourrait dire que je suis un white hat hacker, en effet. Il y a que white hat et black hat ou il y a aussi un grey hat? Il y a aussi un grey hat. Le grey hat existe, c'est celui pour qui la ligne est parfois floue, qui peut dépasser un peu du côté illégal de temps en temps, mais aussi faire la bonne action lorsqu'il faut la faire, tu vois. Tu prends aujourd'hui la Poste qui s'est fait hacker. Déjà, les pauvres, ils sont à la Poste, frère. Ils ont un compte bancaire à la Poste. Si en plus de ça, tu viens à utiliser leurs informations bancaires pour leur prélever de l'argent, t'aurais pu taper la banque Palatine et c'est une banque privée et voilà, quoi, il y a plus d'oseille. Mais qui sont à la Poste, voilà. Mais moi, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que toi, tu sais, comment ça fonctionne des systèmes bancaires? Genre, tu as de l'argent, c'est numérique. Genre, on voit, tu as tant d'argent sur un compte. Tu fais un virement à un autre mec. Comment ça se passe, ces informations? Ouais, tiens, maintenant, l'argent, il est là. Parce que c'est pas des billets, c'est juste des chiffres. Genre, Tout à fait. Et comment on peut vérifier que. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, alors ça passe par un trust validateur qui s'appelle Swift.
Swift, c'est celui qui s'occupe, entre guillemets, c'est le processeur qui va s'occuper de faire ces virements-là. Mais tu as raison de le dire, aujourd'hui, l'argent, ça n'existe pas vraiment. En fait. C'est juste une ligne sur ton compte bancaire, c'est un octet. Et alors déjà, quand tu mets ton argent à la banque, en tout cas en France, ton argent ne t'appartient pas vraiment. Il est garanti à hauteur de 100 000 euros si jamais il y a un problème et que la banque venait à faire faillite. Mais bon, même ça, moi, personnellement, j'y crois pas. Parce que demain, la BNP Paribas fait faillite. Je suis pas sûr qu'ils puissent rembourser 100 000 euros, enfin, qu'ils puissent rembourser tout le monde. On vit dans un système aujourd'hui qui est totalement numérisé. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'or, les montres, l'immobilier, la crypto aussi, puisque c'est quelque chose qui t'appartient véritablement. J'aime le tangible. J'aime quelque chose qui m'appartient vraiment. Quand tu mets ton argent à la banque, ce n'est plus ton argent. Ouais, en plus, l'argent, ils utilisent ton argent pour faire plus d'argent. Bien sûr, si jamais tu laisses admettons, je dis n'importe quoi, tu as 500 000 euros sur un compte courant, en fait, la banque va utiliser ton argent pour en générer plus. C'est le principe de toutes les banques. Et ouais, t'es une viande, en fait. Et il n'y a pas un hacker qui a réussi genre, à créer de l'argent? Genre, à s'infuser, par exemple, dans tout ce que tu me dis, là, Oui. le système Swift, et genre, bypass un truc, et genre, dire que tiens, maintenant, lui, il a 200 millions sur son compte, tu vois. Alors, ça m'a fini ça, parce qu'il y a la Corée du Nord, le Lazarus Group, c'est les hackers d'élite de la Corée du Nord qui travaillent directement pour Kim Jong-un, qui ont hacké, si je dis pas de bêtises, la banque du Bangladesh il y a quelques années. Et ils avaient volé un peu plus de 100 millions d'euros avant qu'on s'en rende compte. Tu vas avoir des gens qui, oui, ils vont target des établissements bancaires, qui vont essayer généralement de hacker une personne au sein de la banque pour après pouvoir remonter et voler de l'argent. Mais ils avaient aussi, le groupe Lazarus, ils avaient aussi hacké Bybit, non? Ou Ethereum, parce que vous avez pris des Ethers à Bybit, non? Tout à fait. Bybit s'est fait hacker il y a quelque chose comme 6 mois. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 400 millions, un montant incroyable, que Bybit a dû tout racheter derrière. Mais ouais, les Ah, donc ils ont perdu, ils ont remboursé. ouais, ils ont couvert eux-mêmes. Les hacks, aujourd'hui, il y en a tous les jours. On s'en rend pas spécialement compte. On le voit pas. Mais tout le monde se fait hacker en permanence. C'est une folie de se dire que c'est un pays qui le fait et qu'il est, genre, impuni, genre, en gros, parce que c'est un pays. Alors, il peut hacker, il va rien lui se passer. C'est ça qu'il fait, en fait. Ça, c'est leur groupe Lazarus. En fait, ils volent les autres pays pour, après, la Corée du Nord, elle achète ses armes, etc., ça. Exactement. Ça permet de financer notamment le programme nucléaire de la Corée du Nord. C'est un moyen pour eux parce que tu sais, comme c'est un pays qui est en autarcie avec énormément d'embargos, tu vas pas avoir nécessairement beaucoup d'échanges économiques avec d'autres pays. Donc du coup, il faut bien qu'ils trouvent un moyen de gagner de l'oseille et ils l'ont trouvé avec l'avènement des crypto-monnaies. Ouais, c'est impuni. Genre, vas-y, là, même qui m'a raconté le Bangladesh, et du coup, quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ils acceptent de se faire baiser par un autre pays comme ça? Bah, il y a des mandats d'arrêt qui sont émis, mais le problème, c'est que c'est des gens qui sont la plupart du temps en Corée du Nord. Tu vas en avoir aussi lorsqu'ils sont vraiment très très bons, en fait. La Corée va les envoyer dans d'autres pays, par exemple en Chine, pour se former, parfois également en Russie. Et donc, du coup, ces gens-là, en fait, alors aujourd'hui, il me semble que si tu regardes la liste du FBI Top 10 Most Wanted, tu vas avoir 5-6 hackers nord-coréens. Mais ils sont généralement impunis, en effet, oui, puisque c'est très, très compliqué, en fait, d'appréhender ces personnes-là. Ouais. Et comment ils arrivent à nettoyer, par exemple, ces cryptos-là et les retirer en cash? C'est genre que, enfin, il doit avoir des complices dans d'autres pays, alors. Ouais, bien sûr. Comme en Russie. Bah, par exemple, dans l'exemple que je t'ai donné avec le Bangladesh, il me semble qu'ils ont blanchi l'argent à Macao. Macao, qui est une ville où il y a énormément de casinos. Ils utilisent ça. Parfois, ils achètent des choses pour les revendre. T'inquiète pas, ils ont trouvé. C'est des gens très intelligents. C'est des gens qui ont beaucoup de ressources aussi également, alors qu'on ne penserait pas trop. Ils vont trouver une solution pour faire en sorte que l'argent devienne cachère. Ok. Toi, t'as pas peur de ça? T'as pas peur de te faire hacker? T'as pas peur de dire que, en fait, c'est un algo qui contrôle ta vie, que le monde est cassé? T'as pas cette impression-là vraiment que tu vis dans une société qui est complètement morte dans le film? Ben, en fait, moi, comme toi, genre, je ne garde jamais énormément sur les comptes en banque. Après, moi, c'est parce que j'aime bien acheter des trucs. Alors que ce soit de l'IMO ou alors des voitures, des montres, des trucs pour ma famille, partir en vacances. En fait, je vais recevoir de l'argent, il y a une partie qui va partir, genre, en IMO, il y a une partie qui va partir pour mon lifestyle, une partie qui va partir pour cette voiture, une partie qui va partir pour ma mère, mon père, etc. En fait, ça sert à rien de garder, la seule fois où j'ai eu 1 million sur mon compte, c'était en 2021, quand j'avais fait les NFT et tout, que j'avais 1 million comme ça. Mais enfin, j'avais plus d'1 million sur mon compte, mais ça servait à rien. Tout à fait. Il y a personne qui est multimillionnaire et qui garde comme ça du cash, 1 million comme ça sur son compte, ou 2 millions, 3 millions, ça sert à rien. Genre, à la limite,
le maximum que j'ai sur mon compte, ça va être 400 000, 500 000 euros, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, si tu fais pas travailler ton argent, bah, Et en plus, après, du coup, bah, quand j'ai trop d'argent sur mon compte, bah, je fais plus rien. Ouais, ouais, faut faire le laurier, ensemble de laurier, je travaille plus, je fais plus rien, tu vois. tu t'es payé une coupe de cheveux aussi. Ouais, c'est une sacrée coupe. Non, mais ça, je l'ai fait moi-même. Oh, t'as fait ça pour l'aérodynamisme. Ouais. T'as fait ça pour, C'est pour rentrer vite fait comme ça, pfiou, dans les piscines. J'aime beaucoup. Je commence à te voir un petit peu en version moine. Tu sais, t'as fait une coupe en mode, c'est magnifique. C'est sur mode moine. Tu connais le mode moine? Le mode moine, Ouais, le monk mode. c'est quand tu prends les douches froides, les trucs, les machins. Pas spécialement les douches froides. Moi, par exemple, je suis en monk mode, c'est-à-dire pas de meuf, pas de sortie, pas d'alcool, travailler. Je me donne mes objectifs et ce mode moine, c'est une durée indéterminée que je détermine moi-même. Ok. Par exemple, là, mon mode moine, il est de 45 jours et il se termine dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, mon mode moine il est terminé. Je vais pouvoir recommencer à faire un peu ce que je veux et tout. Après, je me remets en mode moine, tu vois. Tu alternes de façon à pouvoir mieux te concentrer sur tes objectifs. Ouais. C'est comme les gens qui font des cycles de Pomodoro, sauf que moi, c'est pas c'est pas comme ça quand je travaille, tu vois, c'est juste une période. Moi, il me faut des périodes. Là, et là, c'est parce que je reviens des vacances, etc. J'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup aimé dépenser mon argent. Maintenant, je me mets en monk mode. Ok, monk mode, j'aime bien. Frérot, moi, ce que tu viens de dire, tu viens de décrire ma vie tous les jours. Pas de meuf, pas de sortie, pas d'amis. J'ai pas besoin d'être en mode moine pour ça, Ah. malheureusement. Un peu triste ce que tu me dis. C'est pas triste, mais ça y est. Moi, la période jet life, tout ça, faire de la dinguerie, ça m'intéresse plus trop. J'essaie justement d'élever mon âme vers quelque chose d'un peu plus bienveillant, d'avoir des vrais objectifs qui soient sains. J'ai vu récemment notamment que tu avais arrêté OnlyFans. Moi, personnellement, j'ai jamais fait OnlyFans. Hein. Je manageais des meufs sur OnlyFans plutôt. Excuse-moi. Il y a 6 mois. C'est pas récent. Enfin, on peut dire que c'est récent. T'en as parlé aux gens, ça, un petit peu ou pas? Non, pas trop. Vite fait, j'avais fait une petite story pour dire que j'arrêtais. Non, mais je vais pas aller trop dans le sujet, c'est parce que j'étais dans une période un peu dépression, un peu, on va dire. Plein de trucs qui m'arrivaient, plein de choses. Je comprenais pas trop pourquoi ça m'arrivait à moi, tu vois, genre. Pourquoi moi, alors que je sais que j'ai des bonnes intentions, etc., tu vois. Quand je me suis dit peut-être que c'est parce que je fais trop de choses qui sont pas bien, mais peut-être que je me rends pas compte, tu vois. Et du coup, ben, j'ai arrêté de fréquenter certaines personnes. J'ai arrêté de faire ce que je faisais, cette activité-là, même qui rapportait beaucoup. J'ai arrêté. Et pendant peut-être 2, 3 mois, je me suis ressourcé sur moi-même. Je me suis reconcentré sur moi-même. Et je me suis demandé, ouais, comment je pourrais faire pour être une meilleure personne. Enfin, j'avais pas prévu d'avoir autant une grosse communauté, tu vois. Ok. Quand j'ai commencé les réseaux et tout. Moi, de base, je commençais les réseaux comme ça pour rigoler et tout, parce que j'avais dit à ma mère, oui, maintenant que je suis millionnaire, ben, j'ai envie d'être connu, tu vois. D'accord? C'était un truc, j'avais envie, tu vois, de savoir ce que ça faisait, tu vois. Après, maintenant que je suis connu, je peux te dire que c'est pas un truc de fou furieux, tu vois. Genre, même, il y a des avantages et des inconvénients, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Mais du coup, maintenant, j'ai une grosse communauté. Enfin, j'ai une grosse communauté. Et des gens qui me suivent, qui sont plus ou moins jeunes. Genre, on va dire, les gens qui me suivent, ils ont 15 ans et 30 ans, tu vois. Et 28, 30, ouais. Après, il y en a qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus jeunes. C'est comme ça. C'est de faire ça. C'est une moyenne, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, il faut quand même donner l'exemple, tu vois. Je te félicite sur ça parce que je pense personnellement que l'hypersexualisation de notre société, c'est quelque chose qui fait des ravages, qui va créer encore plus de ravages, qui risque de compliquer aussi les relations hommes-femmes. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis personne pour juger. Dieu, il nous accorde du temps sur cette planète. T'en fais ce que tu veux. Du moment que t'es bien dans ta tête, bien dans ton cœur. Mon frère, moi, je suis pas là pour le juger. Mais force est de constater que c'est dramatique OnlyFans. Aujourd'hui, quand tu vois, je crois que 90% des femmes qui font OnlyFans aux États-Unis ont entre 18 et 24 ans. Comment est-ce qu'à 18 ans, tu te dis que ça va être ta première option? Pour moi, il y a plusieurs problèmes dans ça. Déjà, c'est que les femmes, à partir du moment quand elles sont belles, c'est ça hein, que je te dis, c'est vraiment pour les meufs qui sont belles, qui ont le beauty privilege, comme on dit, bah c'est un moyen facile de faire de l'argent sans se tuer le dos, sans se casser le cul. Et pour moi, le problème aussi, ça va être surtout les hommes. C'était, tu vois, quand je faisais ça, bah ok, vas-y, je manageais les filles, etc. et tout, mais en fait, c'est pas elles qui vont répondre. Genre, nous on le sait parce qu'on est dans le business, etc. C'est pas elles qui vont répondre parce qu'elles se prendraient trop de temps. Mais en soi, du coup, t'es là, t'es en train de parler à un mec désespéré qui veut de l'attention d'une femme et qui l'a même pas, c'est même pas elle qui lui répond. Et le mec, moi, ça, je le vois un peu comme du scam, tu vois, genre en mode, t'es là, tu te fais passer pour une meuf,
Tu dois parler avec le mec, lui vendre de plus en plus cher, utiliser sa détresse sexuelle pour faire de l'argent, tu vois. Voilà, après, bon, je vais pas trop cracher dessus parce que je l'ai fait, tu vois, mais bon. Non, mais il y a toujours un moment où se remet en question, tu vois. franchement, c'est tout à ton honneur. Parce que on vit dans une société malade, où plus rien n'a de sens. On vit dans une société qui est très kafkaïenne, comme je disais tout à l'heure, où tout est absurde, dénué de sens. Quand tu vois que Sophie Rayne, qui doit être celle qui a gagné le plus sur OnlyFans, si je dis pas de bêtises, elle a fait 48 millions de dollars en une année, un truc comme ça. Ouais, c'est dingue. Elle était à 2-3 millions de LeBron James. Genre, de quoi on parle? Est-ce qu'à un moment, en fait, on sonnerait pas l'alarme, en fait, pour dire aux gens que quelque chose comme ça, c'est dramatique? Et c'est beau parce que tu vois, tu faisais beaucoup d'argent, je pense, mais t'as réussi à voir que ton âme, t'étais en train d'y laisser une partie et t'as décidé d'arrêter. Donc, franchement, je te félicite là-dessus parce que je connais pas beaucoup de personnes qui seraient assises sur autant d'argent. Donc, je suis très content pour toi. Et maintenant, je me demande, en fait, jusqu'où ça va aller. Toi, tu penses que notre monde y va bien? Tu penses que les 10 prochaines années aussi? Non, mais moi, je pense que ça va faire qu'empirer, hein. C'est comme ça. Après, c'est à toi de choisir si tu y participes ou pas, tu vois. Tout à fait. Et moi, je choisis de plus y participer. C'est ça. Ah. Faut pas devenir la viande de l'algorithme. Faut pas devenir la victime de l'algorithme. Faut, au contraire, utiliser l'algorithme pour te faire gagner des choses. Faut l'utiliser à bon escient. Moi, dans le mauvais sens. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un va aller sur un OnlyFans, payer en abonnement, payer pour chatter à quelqu'un. Alors, je sais pas. C'est quelque chose qui personnellement me dépasse. C'est symptomatique d'une société qui est très malade. Ça pèse des milliards et des milliards. C'est qu'il y a énormément de personnes qui dépensent leur argent là-dedans, tu vois. C'est triste. Moi, je pense aussi, c'est surtout que dans la société d'aujourd'hui, les hommes sont moins hommes qu'avant, tu vois. Et ils ont plus de mal, ne serait-ce qu'à avoir une femme. C'est fou de se dire ça, hein, parce que nous, dans notre milieu, après, c'était parce qu'on a de l'argent ou quoi, mais même ça, en fait, je pense pas, parce qu'il y a tellement de gens sur des consommateurs d'OnlyFans qui dépensent des sommes astronomiques. Ça se voit que c'est des chefs d'entreprise ou des je sais pas quoi, tu vois. Pourtant, ils dépensent quand même là-dedans. Mais bon, il y en a pour qui c'est facile et d'autres c'est plus compliqué, en fait. C'est du mal à comprendre. Je trouve ça crucial aujourd'hui d'arriver à nommer le mal, tu vois. C'est important de voir ce qui détruit une société et de mettre des mots dessus. Après, pour moi, tout simplement aussi, c'est les réseaux sociaux. Hein. OnlyFans n'existerait pas s'il n'y a pas les réseaux sociaux. Bah, on te fait croire que si t'as pas un Urus à 18 ans ou que si t'as pas 100 000 abonnés avec un BBL, t'as raté ta vie. Alors que, mon frère, la vie c'est pas ça. La vie c'est même pas l'argent. C'est important d'en avoir, c'est important de pouvoir obtenir sa liberté financière, prendre soin de sa famille. Mais en fait, quand tu vois l'absurdité de notre monde, parfois tu sais que je rêve qu'il y ait une bombe nucléaire qui explose, frère, je te jure. T'es un peu terroriste sur les bords. Hein. On pourrait dire que je suis un terroriste émotionnel. Hein. Je suis pas là pour terroriser les gens, en soi. Je suis juste, j'arrive, je pointe du doigt quelque chose. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et tu sens que ça a du sens, viens, mon frère, viens dans la discussion, lis mes livres, essaye d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. C'est avec plaisir que je parle avec toi, que on réfléchit ensemble. Mais ouais, en fait, je refuse de m'adapter à cette société malade. Je refuse d'accepter ça. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas être un esclave de la société. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir de la merde, en fait. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est quoi l'alternative, mon frère? On fait quoi? On accepte ça? Jamais de la vie. C'est fou. Donc ouais, pour moi, frérot, OnlyFans, clairement, toute cette hyper digitalisation, hyper sexualisation de la société, c'est un fléau, frère. Tu vois, même aujourd'hui, elles sont sur OnlyFans, tu crois que c'est un véritable être humain? C'est une IA, frère. Ouais, bah ça j'avais fait, je faisais ça vers la fin. Bah justement moi à la fin je faisais ça, ça s'appelait l'OFMIA et c'était un mélange d'OFM en fait de manager des meufs sur OnlyFans sauf qu'elle n'existait pas. Je faisais ça avec l'IA en faisant des deepfakes. Ouais, c'est de la dinguerie ça, frère. En faisant des deepfakes. C'est de la dinguerie, tu te rends compte? Non seulement il dépense son argent pour quelque chose et en plus de ça la personne elle existe même pas. L'embellique c'est de la folie, le monde il est cassé, frère. Tu vois même l'IA, c'est dingue. Aujourd'hui, notre monde, il est en train de vivre une transformation qui est essentielle. Les gens arrivent même plus à distinguer le vrai du faux, frérot. Tu te rends compte? Avec l'IA, c'est fou. C'est-à-dire, déjà la vérité, à cause des réseaux sociaux, elle est noyée dans un océan de mensonges. T'essayes d'apercevoir la vérité et juste un bout de vérité. Tu peux pas, déjà. C'est compliqué de fou. L'accès à l'information, on t'a tellement noyé de mensonges que la vérité, tu la discerneras plus jamais. Et en plus de ça, on va te rajouter de l'IA par-dessus. Ça y est, c'est dur, le monde est en train de changer, le monde est en train de se transformer. Ça marchait bien l'OFMIA? Ouais, ça marchait bien, jusqu'au moment où après, t'avais des blocages, etc. C'était devenu compliqué, tu vois, parce qu'après ça reste quand même en mode assez borderline.
Tu sais, tu crées une fausse meuf qui n'existe pas et ben pour vendre des vidéos qui n'existent pas non plus enfin qui existent ou qui n'existent pas, c'est n'importe ce que tu vends comme vidéo à des mecs qui pensent que tu existes vraiment. Tu vois, genre encore une fois, c'est très borderline, ça, c'est à la limite du scam. Du coup, bon, c'est pas un truc hyper glorieux, tu vois. Tu vois, encore une fois, hein, elle n'a pas du gain. La société qui te pousse à te dire, une fois ton virus à 18 ans, t'es prêt à faire des choses. Ouais, moralement, ton compas, vas-y, mon frère, il peut vriller. Et l'éthique, elle vrille un petit peu. Mais, tu vois, je veux revenir sur l'IA. Pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important. Même, tu vois, on parlait du cybercrime tout à l'heure. C'est que la combinaison IA-cybercrime, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as des mecs, ce qu'ils font. Alors, je vais te parler d'anecdotes qui sont plus ou moins, fortes et qui risquent de faire plus ou moins réagir. Déjà, t'as des mecs qui cumulent les emplois avec de l'IA. Ça, je trouve ça fort. Le mec, il se dit, un job, c'est pas assez, est-ce que je pourrais pas en avoir 2, 3, 4? Et il va tout faire avec de l'IA. Ça, vas-y, c'est un petit pirate. C'est un mec. Bon, certes, le travail, il va être un petit peu bancal, mais vas-y, il essaye déjà de faire quelque chose d'un peu plus innovant, on va dire, pour pas être trop méchant. Après, tu vas avoir les personnes qui vont utiliser l'IA vraiment à des fins malsains, à des buts malveillants. J'ai pensé récemment, il y a une anecdote aux États-Unis. Je crois que c'est un cabinet d'avocats. Ils ont envoyé 800 000 $ en se disant qu'ils allaient signer un prestataire pour un truc. Le mec est venu dans le call. Il y avait tous les directeurs et en fait, c'était une IA. Le mec n'existait pas. Donc, si t'es pas formé à ça, si t'arrives pas à distinguer le vrai du faux, si tu sautes pas dans le wagon, je pense que d'ici 5-10 ans, la société, elle a changé à un point où tu deviendras sa viande. Bah, surtout là maintenant, t'as des monsieur, madame, tout le monde qui arrivent à générer des vidéos avec l'IA et les postent et les gens pensent que c'est vrai, tu vois. Surtout les plus vieux, on va dire ceux qui ont plus de 30 ans, etc. Ils y voient que du feu, tu vois. On en voit tous les jours des vidéos maintenant qui ont été générées avec l'IA. Ça t'angoisse, ça te fait peur, ça t'inspire. T'es dans quel monde, toi, par rapport à ça? Mais moi, avec mon expérience que j'ai dans le business, je sais que s'il y a des vagues, tu vois, à saisir. C'est comme quand il y a eu les révolutions industrielles, la révolution d'Internet. Il y en a, ils avaient peur que ce soit ça, même quand il y a les crypto-monnaies, pareil. Il y en avait qui avaient peur, c'est de la merde ou ils investissent pas ou peu importe. Et maintenant, bah, c'est dans la vie de tous les jours. Bah là, c'est pareil pour l'IA. T'en as qui ont peur, t'en as qui y croient pas, mais par contre, ceux qui vont investir dedans, et c'est pour ça qu'il y a autant de startups ou autant de milliards d'euros qui sont injectés dans les entreprises qui sont dans la base de l'IA, quoi. Et ceux qui vont prendre la vague et qui vont surfer dessus, on va dire, eux, ils vont en tirer quelque chose, tu vois. Donc moi, je préfère en tirer quelque chose que d'avoir peur, que de me dire, ah, non, on va se faire remplacer par des robots, etc. Ben, enfin, en soi, ça a déjà commencé. Bien sûr, quand tu vois qu'une entreprise, son but, c'est de faire du profit. Si tu utilises l'IA et la robotique et que tu peux avoir un caissier à tout jamais, ok? Donc, caissier, il a 40 ans d'espérance de vie devant lui parce que le robot, il a une batterie, parce que tout marche bien. Bon, alors on n'y est pas encore, hein, même si on y est très bientôt. Pourquoi tu veux payer un employé pour faire ça? Pourquoi tu veux payer un véritable être humain? Alors que tu as juste besoin d'acheter un robot et de faire ça. Il y a énormément de jobs qui sont voués à disparaître, hein. Ben, tous les trucs d'appel téléphonique, quand tu vas appeler là maintenant, t'as des IA genre, tu veux prendre ton rendez-vous chez ton barbeur, ben, c'est une IA qui te prend l'appel et te dit, ah oui, à quelle heure, etc. Et book, hop, ça va dans le calendrier, tout seul. T'as plus besoin d'avoir quelqu'un au téléphone. Il y a des trucs comme ça, il y en a plein, hein. C'est pour ça, du coup, la coupe de cheveux, genre, c'est une IA qui t'a booké le rendez-vous, oh, c'est parti. Okay. Ouais, direct. C'est la guerre, poteau. Mais non, mais ça, c'est la serious life. Je comprends pas. Je pense que tu comprendras plus tard quand, dans quelques années, ce sera la mode. Non, mais j'aime bien, il y a une vraie gestuelle. Il y a une tentative capillaire qui se doit d'être applaudie. Je pense que tu as été vers quelque chose de très noble. Mais pour revenir sur notre sujet qu'est l'IA, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, je suis un peu tétanisé, je te cache pas. Je veux pas faire le boomer en mode, oh mon Dieu, ça va nous remplacer, on va se faire tuer par l'IA. Pas du tout, tu vois. Regarde aujourd'hui. ChatGPT, par exemple. Les gens, ils se livrent plus à ChatGPT qu'à des vrais amis, qu'à des psychologues, qu'à leurs parents, frère. Il y en a même un qui est mort comme ça, parce qu'il a dit à ChatGPT, ses envies suicidaires, et ChatGPT a pas répondu correctement. D'ailleurs, il y a un procès. Il y a un procès contre OpenAI et contre Sam Altman par rapport à ça, et c'est le premier, entre guillemets, la première mort assistée par IA, et il y a actuellement un procès. C'était quoi exactement qu'elle avait répondu, ChatGPT? En gros, le mec voulait se foutre en l'air, et il a demandé les instructions pour comment faire, et l'IA lui a répondu, quoi. Ah. Alors que si tu parles à un humain classique et je te dis Anthony frérot j'ai envie de mettre fin à mes jours, bon bah j'espère que tu me diras rabbin fais pas ça. Oui, je vais te dire tiens, alors tu prends la corrède, mais comme ça. Dieu préserve, Dieu nous en préserve. Mais ouais, moi personnellement j'ai peur de l'IA parce que si plus rien n'est vrai, que tout est manufacturé, que les relations sociales sont vouées à disparaître, que le monde du travail change à tout jamais, en fait c'est une nouvelle société qui nous attend frérot. C'est la société de demain.
Et ça fait peur parce que tu sais pas où ça va, en fait. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est l'évolution du progrès, mise en relation avec l'ignorance des gens. Et je dis ça sans être hautain, tu vois, genre, je suis pas ingénieur en IA, je suis pas prompt ingénieur. Ok, je m'y connais un peu. Ok, la tech, c'est mon milieu. Mais je me place pas en me disant j'ai la science infuse. Au contraire, il faut être très humble par rapport à la technologie, très humble par rapport à l'IA parce que tout change très très vite. Et personnellement, moi, ça me fait peur pour la société, pour ce qu'elle est en fait. Je pense que l'IA va dépasser l'être humain. Ah, moi, je pense que l'IA a d'ores et déjà dépassé l'humain. C'est-à-dire que tout ce que tu écris dans, admettons, à ChatGPT, à Claude, à XAI, à toutes les IA qu'on connaît aujourd'hui que les gens utilisent, ok? Déjà, toute cette data, elle est enregistrée, stockée à tout jamais dans des serveurs. Derrière, l'IA va analyser encore ce que tu as écrit de façon à pouvoir mieux te comprendre, mieux te hacker quelque part, tu vois? Parce que c'est ça, en fait. C'est un robot qui essaye, enfin, c'est un robot, c'est une intelligence artificielle qui essaye d'exercer une compréhension à 100% de ta personne. En fait, on est en train de hacker l'être humain. On est en train vraiment de vivre une transformation et une révolution qui va avoir des conséquences, je pense, dramatiques. Aujourd'hui, tu vois, je te parlais de toutes ces IA, mais est-ce que tu connais Palantir? Non. Donc Palantir, c'est une société qui a été fondée par Peter Thiel et en fait, c'est concrètement, hein, je vais caricaturer ça, mais c'est toute la data du monde en fait. Palantir, c'est ceux qui vont utiliser la data, qui vont manipuler la data pour après en faire des statistiques, pour après pouvoir mieux utiliser cette data. Donc, si toi tu donnes ta vie à GPT, tu donnes ta vie au réseau, tu donnes ta vie à ton écran, tu crois ils vont en faire quoi, mon frère? Tu crois ils vont rien faire? Tu crois ils vont voir toute cette data, tout ce potentiel? T'imagines si je pouvais savoir exactement ce que tu penses, ce qui te fait peur, ce qui te fait kiffer, tes objectifs, tes rêves, tu crois ils vont pas utiliser ça? Bien sûr, ils vont l'utiliser. Est-ce que tu crois qu'ils vont l'utiliser à bon escient ou à mauvais? Tu vois, et c'est ça toute la question. Et moi, personnellement, je pense qu'on va aller vers un contrôle total de la population. Alors, attention, mon frère, hein. Restons rationnels. Je te dis pas, il y a des robots IA, ils vont fouetter pour que tu travailles. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais pour moi, celui qui détient la data, il détient le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout repose sur ça. Et t'en penses quoi des inégalités que ça va amener, l'IA? Par exemple, là, maintenant, ce que j'ai dans la tête, c'est un Zach, je sais pas si tu connais, Zach qui a créé Call Eye. C'est une app qui permet de, juste tu prends une photo de ta bouffe et ça va calculer le nombre de calories. Et là, il est déjà à 3,5 millions de MRR, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est de monthly revenue. Donc en gros, de tous les mois, il touche au minimum 3,5 M de par les abonnements des gens qui prennent ça, tu vois. Et surtout, l'inégalité que ça va apporter de l'autre côté, parce que l'IA va remplacer énormément de personnes, comme on en a parlé juste avant, tu vois. T'en penses quoi de ça? Je dirais que c'est dramatique, mais logique. Et qu'en fait, comme pour la révolution industrielle, comme pour la révolution Internet, de la communication, si jamais tu sautes pas dans le wagon, on va te laisser derrière, tu vois. Évidemment, on va avoir des fortunes qui vont être créées du jour au lendemain. On va avoir des gens qui vont avoir une bonne idée, qui vont développer un truc, et les mecs vont devenir multimillionnaires de froid. Ouais, allez, il a 18 ans, le Zach, hein. Ça m'étonne même pas, frère. Je t'avoue que j'étais pas familier avec ce mec-là. Mais, en fait, tu vas avoir des success stories de fou. Mais pour une success story, tu vas avoir tellement de drames qui vont être créés, tellement de... Moi, je pense qu'il y aura, là, on sait très bien que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, mais là, avec l'IA qui va sortir, enfin, avec l'IA dans les prochaines années, ça va être encore plus accentué. Ouais. Et énormément de personnes vont, et ça a déjà commencé, vont perdre leur travail. Frérot, si tu pars de principe que un métier, un travail doit avoir une véritable valeur ajoutée, alors t'es safe pour moi. Ça veut dire que le pompier, le flic, le médecin qui sauve une vie, quelqu'un qui va avoir une vraie valeur ajoutée à la société, ok? Quelqu'un qui a un impact direct sur la société. Donc pour moi-même, tout ce qui est manuel, les plombiers, le serrurier, l'électricien et tout, pour moi, il a encore de beaux jours devant lui. Pour moi, ok? Oui, parce que aussi, une IA, même si ça devient un robot, etc., rien que les mains de l'être humain, c'est tellement complexe, ça va être presque impossible pour une IA, par exemple, de se mettre à la place d'un chirurgien et vraiment aller chercher avec les doigts, etc. Même si maintenant, il y a des IA qui savent plier, faire des origamis, des trucs comme ça, mais je veux dire, les mains sont tellement complexes, même pour jouer du piano, etc. Si tu vois un robot comme ça, comme du Beethoven, tu vois, il y aura des limites pour moi, je pense. Je suis d'accord. Mais Lorsque la vie des gens sera engagée, je pense qu'on continuera à faire confiance aux êtres humains. Ouais. Pour l'instant. Mais, du coup, je me permets de rebondir. Pense à tous les autres jobs, à tous les autres corps de métier. Imagine, t'es dans le marketing, t'es dans la com, t'es dans, je sais pas moi, les ressources humaines. même le copywriting, par exemple. Le copywriting, mais, donc après, pour moi, il y a vraiment les écrivains,
La littérature, c'est quelque chose qui a une âme. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, l'IA va être compliqué, mais Et pour les films, par exemple, genre maintenant, tu peux créer, genre tu fais un script, un prompt. l'animation 3D, les trucs comme ça, pour moi, il y a tout un corps de métier, il y a plein de sphères, en fait, qui sont vouées à disparaître. Et d'ailleurs, on le voit. Récemment, il y a une étude de l'INSEE, je crois, qui est sortie en France. Ils vont jusqu'au master, les étudiants, ils ont leur master, trouvent pas d'emploi. Trouvent pas d'emploi. Le mec, il a fait 5 ans d'études, peut-être il a mis un billet dans une école de commerce, peut-être il a mis un billet dans une école de com, peut-être que ses parents, les skins, ils sont endettés pour ça. Trouve pas de job. Hein, mon frère? Pourquoi tu veux payer un mec 3 500, 4 000 par mois? Et encore, ils demandent même pas ça pour la plupart, alors qu'une IA peut le faire. Les chefs d'entreprise, c'est des mecs qui sont drivés par les profits, par les bénéfices. Si jamais t'es trop cher et que le résultat que tu te produis, il est moins bon que ce qu'une IA peut faire, pourquoi tu veux qu'il t'embauche? Même dans mon domaine à moi, tu vois, le développement informatique. T'es un développeur aujourd'hui, ok? À l'époque, frérot, je te parle de ça il y a 2-3 ans. T'allais sur Malte. Malte, c'est un site où tu peux faire des missions, tu sais. Tu dis, je suis développeur, cherche un job. Frérot, en 4, 5, 6 heures, t'avais des 5, 6, 7 offres d'emploi, tu vois, pour des petites missions à gauche à droite, bien payées, des 500, 800 euros la journée, des trucs bien, tu vois. Aujourd'hui, t'es développeur, tu vas sur Malte, frère, je te promets, c'est que des trucs en mode, on veut un prompt engineer, on veut un mec qui sache utiliser Claude, on veut un mec qui sache utiliser OpenAI, on veut un mec qui sache utiliser ChatGPT, c'est que ça. C'est que ça. Et encore une fois, hein, le tsunami sociétal que ça va être une fois que ça sera bien implanté, pour moi, dramatique. À mes yeux, personnellement, un Rabon des Bois, je te parle comment je vois le monde, ça va être dramatique, je pense. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, les gens qui font des masters, au final, après, ils trouvent même pas de travail et tout. Moi, je pense que dans les prochaines années, ceux qui restent dans ce chemin-là, d'être salariés, etc., il faut qu'ils choisissent bien leur taf, que ce soit un futur taf où l'IA ne pourra pas les remplacer. Sinon, c'est sûr et certain qu'ils trouveront pas. Déjà, là maintenant, c'est déjà compliqué pour certains. Donc, s'il y en a ici qui me regardent, qui veulent rester dans le monde du salariat à tout prix, qui savent que, vas-y, c'est une sécurité, soi-disant, etc., ben, faites le bon choix. Au moins ça, de prendre un taf que vous pouvez pas être remplacé, quoi. Que ce soit, comme on a dit, plombier, des trucs qu'une IA ne pourra pas faire, tu vois. Ou alors, formez-vous sur l'IA, tu vois. Si tu sais que tu es dans un milieu qui potentiellement l'IA peut t'impacter, forme-toi par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a des vocations. Il y a des gens, ils veulent sauver des vies. Et force à vous d'ailleurs, on a besoin de vous. Allez-y, les gars, tu vois. Tout est nuancé. La vie n'est pas noir ou blanc. Il y a de la nuance partout. Mais il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça parce que sinon t'as une viande, frère. Sinon t'as une future victime. Et je pense que c'est extrêmement important de garder ça en tête. Il y a dans mon 3e livre qui va sortir l'année prochaine, je parle beaucoup de ça. Je parle énormément de ça parce que j'ai vu les conséquences, j'ai vu comment t'expliques, mon frère, qu'aujourd'hui, t'as une question à poser, tu vas à ChatGPT, même le truc le plus intime, le truc le plus, vas-y, tu vas parler à ChatGPT. Moi, je parle à ChatGPT tous les jours. Pour des tâches minimes, hein. Faut même pour corriger mon orthographe. Oh, Des tas de trucs. ça, à la limite, ok, mon frère, tu vois, ça, c'est léger. Oui, vous demandez si c'est normal que mon Z fait 9 cm quand je bande. Alors ça, je suis pas sûr que ChatGPT, il ait la réponse, par contre. Quoique, si, il doit sans doute l'avoir. Mais ma foi, c'était une information magnifique. Tu veux que je lui demande? On va lui demander. Vas-y. Pourquoi mon pénis mesure 9 cm quand je suis en érection? Un pénis en érection de 9 cm peut sembler petit par rapport à ce que tu imaginais, mais il est important de mettre ça en perspective. 1. La moyenne. La taille moyenne d'un pénis en érection est autour de 13-14 cm avec une grande variabilité. En dessous de 7 cm en érection, on parle médicalement de micropénis. Donc 9 cm est petit mais pas pathologique. C'est bien, t'es pas dans la maladie, Je frérot. suis pas dans la maladie, C'est magnifique, c'est frérot. juste minuscule. 2 facteurs qui influencent la taille. La génétique, les hormones, la mesure. Parfois, on mesure mal. Il faut mesurer sur le dessus, depuis l'os pubien jusqu'au bout du gland. Ah, du coup, c'est plus 7 cm, moi. Moi, je prenais en dessous, là où il y a mon trou, jusqu'en haut. Là, c'est trop d'informations pour moi. Tu devrais peut-être les donner à ChatGPT, frérot, je t'avoue. Je suis pas très calé sur ça. Mais, ouais, force à toi. Force à toi, à ta quéquette. Force, frère, force. Mais, pour recentrer un petit peu le sujet, monsieur sérieux, si vous me le permettez. Est-ce que toi, tu t'es branché en mode IA ou pas? Ça dépend pourquoi. Donc, j'ai plusieurs business avec plusieurs sources de revenus. Pour ce qui est des livres, par exemple, jamais de la vie. Parce que pour moi, la littérature, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, c'est une thérapie. C'est une forme d'exutoire. Je dirais même quelque part que c'est un purgatoire même. Et donc, du coup, il y aurait quelque chose de malsain. D'utiliser l'IA pour mes livres,
alors que c'est une démarche noble, jamais de la vie. Quand tu lis mes livres, c'est moi qui ai écrit, c'est ma vie, frère, genre c'est mon sang, c'est... Si tu lis mes livres, il y a une partie de mon âme que je mets dans chacun de ces bouquins, tu vois. Donc je ne peux pas corrompre ça avec de l'IA. Je refuse de faire ça. Ma vie, j'ai pas galéré toute ma vie pour qu'au final, ce soit l'IA qui écrit mon livre. Jamais. Par contre, pour nos éditeurs qui nous regardent, il y a déjà des gens qui commencent à écrire des livres avec de l'IA. Mais ça se voit. Je sais pas si t'es un féru de littérature et que tu lis beaucoup. Non. Non? Ok. Bah, ça se sent, ça se ressent parfois. Il y a un style, ChatGPT, il a un style très précis. Ça sent qu'il n'y a pas d'âme. Ça se voit que c'est écrit par quelque chose qui a pas de cœur. Ça se voit. Pour l'instant, ça se voit. Mais qu'est-ce que ça va être dans 5-10 ans? Donc, pour te répondre sur la littérature, non, j'utilise pas l'IA. Pour Raban des Bois, le business de Raban des Bois, bien sûr. Que ça soit par exemple pour la création de shorts, clips, réels, bien évidemment. Là où avant, tu pouvais avoir un monteur qui allait te prendre, je sais pas moi, 100, 150 euros par short qu'il allait te faire. Bon, maintenant c'est très très simple en fait de les faire toi-même, quoi, avec l'IA. Donc là-dessus, bien sûr, là-dessus j'utilise l'IA sur ces business-là. Pour ce qui est de mes autres business, par rapport à la crypto, on utilise l'IA. J'utilise l'IA effectivement, mais je ne vois pas l'IA comme une source de vérité absolue. Je le vois plus comme un sparring partner. Je le vois comme quelqu'un avec qui je peux débattre, avoir des idées, réfléchir, mais disons que je ne prends pas pour science infuse ce que ChatGPT va me sortir. ChatGPT se trompe, hein. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé. Ah bah, Là, maintenant, je lui demande, par exemple, quelle taille mesure Anthony Sarius. Il va me dire une taille, il va dire 1m89, tu vois. bah, tu peux lui demander qui est Ravan des Bois, il va te dire des faux prénoms, des faux trucs, des faux machins. Bon, bien sûr qu'il peut se tromper, frérot. Genre, c'est logique après. Mais, donc ouais, je suis branché IA et j'invite les gens à faire de même. J'invite les gens à faire de même parce que sinon, bon, après, si t'es plombier, serrurier, comme on disait tout à l'heure, ok, mon frère, y a pas de souci. Y a pas de souci, frérot. T'as pas besoin d'être un prompt ingénieur si tu fais des études en ébénisterie, tu vois. À un moment, faut connecter les choses. Mais c'est important. C'est extrêmement important. Mais pour moi, je pense que même pour monsieur, madame, tout le monde, c'est important de savoir, ne serait-ce que faire des bons prompts. Ça va t'aider dans toute ta vie, même peu importe ce que tu fais dans toutes tes tâches. Même l'IA, elle est là pour te faciliter la vie. Dans plein de situations banales. Je suis d'accord avec ça parce que, admettons que tu ne saches pas reconnaître de l'IA, ça veut dire que l'IA va être utilisée contre toi. Tu regardes aujourd'hui nos politiques en France, il y a énormément de discours qui sont écrits en IA. Tu vas regarder les stratégies de communication, parfois aussi tu te demandes si c'est pas une IA qui l'a fait tellement c'est éclaté au sol. Mais si t'es pas conscient de ça, si tu vois pas la chose pour ce qu'elle est, tu te fais douiller. T'es une viande. Tu te fais avoir. Il te grignote. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel par défaut. Parce que la société est tellement en train de changer et de se transformer que ça va laisser des gens derrière. Et comme on disait tout à l'heure, il y a ceux qui vont avancer avec. Et tu vois, là, tu me parles de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire un challenge 100% dédié à l'IA, 28, 29, 30 septembre. D'ailleurs, je pense que ce serait bien que tu viennes, même pour approfondir le sujet qu'on a maintenant et tout ensemble. Je crois que je devais sauver le monde à ces dates-là, mais je peux me rendre disponible pour toi. Bah, parfait. En plus, ça pourrait aider pour éveiller un maximum de personnes sur l'IA, sur comment l'utiliser et les opportunités que ça peut amener. Surtout que moi, dans le challenge, je vais concrètement leur montrer comment ça peut générer du cash aussi, ça. Donc, c'est soit tu prends l'IA pour qu'elle t'aide, elle te ramène du cash, elle travaille à ta place comme une esclave digitale, soit tu deviens une victime de l'IA et au final, tu seras devenu juste une statistique ou une base de données par rapport à... C'est ça, on pourrait... Bah, frérot, tu sais que là, tu viens de dire quelque chose qui pour moi me parle, frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société, c'est quoi? Un citoyen, c'est quoi? C'est un numéro de sécurité sociale, c'est un compte en banque avec de l'argent qui lui appartient pas vraiment, c'est un job qui peut perdre à chaque instant que Dieu fait. En fait, t'es une statistique. Si tu prends pas ton avenir en main, si toi-même, tu vas pas essayer de te sortir de la merde, tu crois que c'est l'État qui va t'aider? Tu crois que c'est l'école qui va t'aider? Tu crois que le monde est une arnaque. Je parle de ça dans mes 2 livres. Le monde est une arnaque. La société est une arnaque. Grandir, devenir adulte, c'est réaliser que le monde est une arnaque. L'éducation nationale t'a menti, le gouvernement te ment, les politiques te mentent, même tes parents, ils t'ont menti, frère. Ils ont fait de leur mieux, tu vois, et tous nos parents, ils essayent de nous faire, enfin, j'espère pour vous, tu vois, chacun a de la chance ou pas, mais frérot, le monde est une arnaque. Le monde est une arnaque, et si tu prends pas ça en conséquence, si t'assimiles pas ça, déjà, frérot, t'as un manque de maturité qui pour moi est évident, et t'as un bisounours, c'était dans Disneyland et Alice au pays des merveilles, ou alors, au contraire, bah, tu grandis, et tu comprends que si tu veux quelque chose dans la vie, il faut l'obtenir par soi-même. Et je suis d'accord avec toi, tu vois, si jamais
tu te formes pas à l'IA, alors c'est sûr que tu deviendras victime de l'IA. Tu deviendras une viande de l'IA. Tu seras une conséquence, alors que tu pourrais être une opportunité. Et d'ailleurs, ceux qui veulent saisir l'opportunité de l'IA, dans la description, vous pouvez vous inscrire au challenge et bah, j'ai hâte que tu viennes alors, que tu donnes ta petite pierre à l'édifice et que tu puisses m'aider dans ce challenge pour aider un maximum de personnes. Avec plaisir, frérot. Franchement, c'est tout à ton honneur. Je te cache pas, frérot, que... Alors, on s'est rencontrés à l'époque où tu faisais déjà du OnlyFans. Enfin, t'étais manager OnlyFans, excuse-moi, c'est pas toi qui te montrais. Mais tu vois, après, encore une fois, je veux pas jeter la pierre ou juger les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça bien plus noble d'essayer d'apporter de l'éducation aux gens que plutôt de faire de l'OFM, quoi. Après, chacun voit midi à sa porte. Je suis pas là pour juger les gens, mais je trouve que c'est tout à ton honneur. Et ça me fait plaisir parce que, tu sais, mon frère, la vie, elle est dure, hein. Euh, les, les, les gens, ils voient Dubaï, la McLaren, le truc, le machin. Mais frère, c'est du matériel tout ça, hein. Les gens, ils savent pas véritablement ce que tu ressens, si t'es bien dans ta peau, bien dans ta tête. Et ça, c'est des choses importantes, tu vois. Même moi, tu vois, est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui? Depuis que, vas-y, disons que t'as bifurqué dans une direction un petit peu plus cachère, un petit peu plus saine. Tu te sens mieux dans la vie de tous les jours? Bah en fait, bah oui, déjà oui, c'est sûr et certain, je me sens mieux. Mais c'est surtout, en fait, de base, c'était pas que à cause de l'OFM que je me sentais mal, tu vois. Enfin, c'était pas à cause de ça, c'est à cause de tout ce que ça m'a ramené, les gens qui avaient autour de moi, on va dire mon entourage qui était devenu un peu sale, un peu dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. C'était un peu tout le monde qui gravite autour, tu sais, les meufs, les soirées. C'est ça. C'est un tout, tu captes, c'est pas juste l'OFM. On retourne à Kafka, frérot, la métamorphose de Kafka pour ceux qui sont férus de littérature. On retourne à ça. La vie, c'est un bal masqué et toi, t'es arrivé avec ton vrai visage. Et donc, du coup, tu t'es fait calme, frère. Les gens, ils t'ont exploité. Ils ont essayé de tirer de toi ce qu'ils pouvaient prendre, que ça soit la notoriété, l'argent, les opportunités. Et ouais, c'est triste à dire, tu vois, mais on vit le monde, il est méchant, frère. Le monde, il est très, très, très méchant. Et je pense que la dépression et le fait d'aller mal, c'est important. Je sais que c'est quelque chose qui est vachement tabou Mais de moi, parler je de pense que ça ça. fait grandir tous les hommes, hein. Exact. Que tous les hommes qui vivent une dépression à un moment donné dans leur vie, après, ils en ressortent grandis, tu vois. Genre, ça te forge un peu. Bien sûr. Tu comprends les choses. Mais c'est les épreuves les plus dures qui font de toi réellement quelqu'un, en fait. Parce que je vois la chose un petit peu... Tu crois en Dieu ou pas, frérot? Personnel, c'est personnel. C'est personnel, ok. T'as le droit de pas répondre. Moi, personnellement, tu vois, moi, je crois en Dieu. Et l'analogie que j'ai de la vie, c'est que Dieu, c'est un boxeur, c'est Mike Tyson, c'est Mohamed Ali, c'est qui tu veux. Et toi, t'es là, t'es en taux. Et en fait, la vie, c'est se prendre des patates dans la gueule et dans le foie et se relever, mon frère. C'est les épreuves que Dieu te met sur ton chemin, voir si t'es capable de les encaisser, te relever et retourner au charbon. Retourner au charbon. Moi, frère, pendant une grande partie de ma vie, j'étais extrêmement malheureux, frère. Extrêmement. Aujourd'hui, les gens, ils voient les livres, la télé, les trucs, la série sur Canal. Mais frère, ma vie, elle est éclatée au sol, frère. Moi, tu m'enlèves ça, tu m'enlèves Raban des Bois, ma vie, elle est éclatée au sol. J'ai pas de femme, pas d'enfant. Il me reste que mon père dans ma vie. Genre, les gens se rendent pas compte, en fait, que la vie, elle est profondément injuste, profondément dure. Et imagine si en plus de ça, j'avais pas d'oseille. T'imagines? Si en plus de ça, genre, on n'a pas d'argent, de trucs, c'est dur, frère. C'est très dur. Et à l'image un petit peu d'un phénix qui a besoin de mourir ensemble pour pouvoir renaître, la dépression, c'est extrêmement important. Et aller mal, c'est extrêmement important. Parce que c'est ça qui te fait véritablement grandir. Quelqu'un qui va bien toute sa vie, ça veut dire que c'est un con, frère. Ça veut dire que c'est un mec qui a pas les capacités intellectuelles pour réaliser ce qui est en train de se passer devant lui. Et il vit sa vie en putain d'autopilote. Il appuie sur entrée et c'est l'aime. Il est là et il navigue dans la vie tous les jours. Non, frère, c'est pas ça. La vie, elle est semée d'embûches, c'est les pleurs, c'est les larmes, la vie, c'est ça, frère. La vie, c'est véritablement ça. Et c'est ça qui te forge. C'est ça qui fait que tu deviens la personne que tu es censé être. Tu vois, tu disais t'allais mal pour plein de raisons à un moment de ta vie. Je te promets que ça sera bénéfique pour toi. Ah, je le sais. Ben là, je suis bien là. Et je suis content que ça m'est arrivé. Et maintenant, ça m'arrivera plus. Parce que maintenant, j'ai compris que, comme t'as dit, la vie, c'est pas le monde des bisounours, t'as que des fils de pute. Mais ça fait partie du jeu, de se prendre des murs. Mais comme t'as dit, le but, c'est de se relever. C'est comme les échecs, en fait. Les échecs, c'est rien de plus que des leçons. Sauf si tu le prends comme un échec, alors, tu vois, si t'abandonnes vraiment, si tu te laisses aller, si tu te laisses mourir, et pour moi, aucun être humain
se laisse mourir. C'est comme moi, toutes les fois où je suis retombé à zéro, ben, j'ai pas fini chez ma mère de nouveau, dans ma chambre que j'avais, etc., à pleurer, tu vois, genre, tu tombes à zéro, tu trouves des solutions, tu te remets, tu vois. Et tu comprends pourquoi tu es tombé à zéro, tu sais pourquoi, quelle connerie t'as fait, à qui t'as fait confiance, etc., tu vois. Bien sûr. Plus sur ça. Après, pour moi, je pense, comme t'as dit, t'es pas un vrai homme tant que t'as pas vécu une bonne grosse dépression, ou plusieurs, tu vois. Il y a des moments, ça peut être des trucs différents, tu sais. Il y en a, ils ont quoi? Ils se font briser le cœur, tu sais. T'en as, vas-y, ils se font baiser, ils se font trahir par quelqu'un qui est proche, leur meilleur ami. Tu passes même un vrai frère, ça peut être ton frère, ça peut être un membre de ta famille. Bien sûr. Ça peut être financier, ça peut être, Et frère, il y a des gens, ils grandissent, ils ont pas de parents. Il y a des gens, bien sûr, mon frère. Genre, la vie est faite de choses qui sont sans doute injustes, mais souvent nécessaires aussi, tu vois. C'est comme ça. Mais je suis très content que tu aies fait ce chemin. Je te dis la vérité, je suis pas content que ça te soit arrivé, frérot, tu vois. Mais d'un autre côté, je suis content parce que ça te permet d'évoluer aussi et de grandir, tu vois. C'est essentiel, c'est important. ça m'a aidé aussi à relativiser aussi et de me dire que dans tous les cas, tu vois, genre, j'avais pas le droit d'être malheureux en soi parce que je suis né au bon endroit où je suis pas riche, je suis pas pauvre, mais ne serait-ce que j'ai accès à Internet, j'ai accès à de l'eau potable, j'ai accès à manger. Ben, Je rien que ça, on est déjà plus riche que 80% du monde bien entier. sûr, bien sûr. Juste ça. Alors, pourquoi je vais aller pleurer à aller être en déprime parce que je me suis fait voler 200 000, 300 000 euros, 400 000 euros, mais j'ai la chance de pouvoir me faire voler 300, 400, 500 000 euros et toujours être là et avoir toujours tout ce que j'ai et ne manquer de rien et d'avoir encore ma mère qui est vivante, mon père qui est vivant, etc., tu vois, et de pouvoir être là pour eux. Ça, c'est ma chance à moi, tu vois. Tout à fait. Et je pense que tout le monde vivrait beaucoup mieux s'il vivrait en gratitude. Et je pense que j'étais pas en gratitude au moment où j'étais en dépression. Certes, je gagnais énormément d'argent via l'OFM, via tout ce que je faisais, etc. Et je kiffais ma vie, entre guillemets, je sortais tout le temps, j'avais plein de meufs, je faisais plein de trucs et tout. Mais j'étais pas en gratitude. Ouais. Tu vois. À un moment donné, quand j'ai fait ma déprime et tout, je suis parti en voyage 10 jours au Sri Lanka, tu vois. Je suis parti, quand je me suis dit, en fait, j'avais marre de tout. Je voulais couper les réseaux, je voulais couper tout. Je suis parti au Sri Lanka tout seul. J'ai pris un tuk-tuk pendant 10 jours, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien. Et je regardais, je me baladais ça faisait très longtemps, tu sais, parce que moi, je suis un mec, j'ai 15 heures de temps d'écran. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 15 heures de temps d'écran par jour. C'est énorme, frère. Sur une journée, normalement, t'es réveillé combien de temps? T'es réveillé 8 heures. Non. C'était réveillé 8 heures, je te dors 8 heures, je veux dire, par jour. Oui. Et le reste du temps, Ça fait 16 heures d'activité. 13-16 heures, et sur 16 heures, j'ai 15 heures de temps d'écran. C'est-à-dire que je suis collé à mon téléphone, tu vois. Mhm. Mais du coup, j'ai fait ce voyage-là. Je suis revenu de ce voyage après avoir fait je sais pas, me balader dans la forêt, réfléchir un peu à moi, tu vois. Et j'ai compris que fallait couper certaines choses. Tu vois. Je me suis mis un temps d'écran sur TikTok, sur Instagram. J'ai arrêté les jeux vidéo, Mhm. tu vois. Tous les trucs, ça servaient un peu à rien. Et après, je me suis mis en mode gratitude, je suis content. Et c'est après ça que toute ma vie, elle est redevenue bien, Mhm. tu vois. Et genre là, je manque de rien. Et j'ai besoin de rien. Et là, par exemple, dans la semaine prochaine, je suis au Kyrgyzstan, tu vois. Kyrgyzstan, pardon. Avec mon meilleur ami, on va prendre des temps, c'est ça. Voyage à 3K, alors qu'avant, je pouvais dépenser 200 000 euros dans des voyages pendant 2 mois, etc. Et j'étais pas content, tu vois. Alors que, C'est pas le montant que tu vas dépenser qui va définir la qualité du moment que tu vas passer. exactement, c'est comme tout, en fait. C'est pas forcément parce qu'un truc coûte cher que ça a de la valeur. Bien Et sûr. c'est pas forcément qu'un truc, il est gratuit, que ça n'a pas de valeur. Bien sûr. Tu vois? Donc c'est pour ça, après ça, je me suis senti beaucoup mieux. Et là, je suis très bien. T'as bien Et raison. si encore un jour que t'es pas bien, tu me dis, on va au Sri Lanka tous les deux. C'est gentil, mes frères, j'apprécie. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci pour l'invitation et j'oublierai pas si un jour je vais mal. Pour l'instant, ça va grâce à Dieu. Et j'espère que les gens qui vont regarder cette vidéo vont voir et vont comprendre l'importance du message qu'on a essayé de délivrer durant cette discussion. J'espère qu'ils vont réaliser que aujourd'hui, on est à la croisée des chemins et qu'il y aura un avant et un après. Et ouais, j'invite les gens vraiment si on devait peut-être mettre le mot de la fin, hein, j'invite les gens à comprendre que la réalité de l'un, c'est la folie de l'autre, que ce que toi tu vis, pour toi c'est ta réalité, mais pour d'autres ça paraît totalement fou. Et que le monde c'est ça, frère, en fait. Le monde c'est comment est-ce que tu vois les choses, sous quel prisme est-ce que tu les vois. Là où toi avant peut-être, je veux pas m'avancer, tu vois, peut-être que tu voyais le monde sous un prisme qui était peut-être un petit peu trop matériel. Peut-être que c'était l'argent, les avions, les bateaux, les voitures, les femmes, les seins, les trucs. C'était peut-être ça qui comptait, tu vois. Ouais, mais au final, c'est tout ce que j'ai eu. Après, tout ça, ce que tu as dit, je l'avais pas avant.
Et je l'ai imaginé. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai imaginé. Eh ben, creusons un peu d'après toi. Pourquoi est-ce que tu voulais tout ça? Tu voulais tout ça parce que la société t'a mis ça dans la tête, frérot. Avec l'économie de l'attention, avec les putains de réseaux sociaux de merde. On t'a fait croire que c'était ça l'essentiel. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le sourire de ta mère. L'essentiel, c'est le fait que ta famille, elle soit à l'abri. C'est ça la vraie essence de la vie. Tu fais de l'oseille, c'est bien. Mais pourquoi tu fais de l'oseille? Ah, c'est comme je vois énormément de gens, même ici à Dubaï, ils ont beaucoup d'argent, mais je les ai jamais vus ramener leur mère quelque part ou faire quelque chose de bien, tu vois. Moi, le but maintenant, c'est de faire plaisir aux autres. Moi, dans tous les cas, maintenant, j'ai plus rien qui me, genre, j'ai pas forcément envie d'avoir une Bugatti, d'avoir une maison gigantesque, etc., tu vois. Là, je suis bien. Tout ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est voyager, trouver des nouvelles villes où aller, etc., faire ça avec des personnes que j'apprécie aussi, tu vois. Les expériences, ça vaut tout l'or du monde, frère. Expérience. Les expériences et les souvenirs. Parce que c'est les seules choses que t'emportes avec toi dans la tombe, mon frère. C'est comment est-ce que les gens vont se souvenir de toi? Est-ce que tu les as fait rire? Est-ce qu'ils t'aimaient vraiment pour ce que t'étais ou est-ce qu'ils t'aimaient pour ce que tu pouvais leur apporter? Tu vois, tout ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que j'écris, frère. C'est pour ça que j'écris, que Rabin des Bois existe aussi, c'est parce que c'est pas de donner une leçon, c'est parce que moi, j'ai vécu la vie d'une manière très triste, frère. Moi, le début de ma vie, il est pas très, très sympathique. Et après, j'ai eu la chance d'obtenir des choses. Mais c'est important de garder la tête sur les épaules. C'est important de rester humble et de voir que il y a des choses qui en valent la peine et il y en a d'autres qui, ça vaut pas le coup, frère. Mais c'est bien que c'est écrit, en tout cas. Moi, j'avais une phrase que ma grand-mère me disait. Elle me disait, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Très juste, très très juste. Mais tu vois, là, mon frère, c'est bien, on a une vraie conversation bien deep. Moi, je m'attendais à Roi de la Nuit, Kayako, Bémé, truc, machin et tout. Mais tu vois, on a une vraie conversation. On a eu un vrai truc et tout. Damn, son. Non, mais là, mon bref, faut faire quelque chose. Sur la vie des gosses, sur Tata, la coupe, Toton. Frérot, tu sais, c'est quoi mon problème? C'est que là, ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un gros sein dans la bouche. Ok. Et j'ai pas pu, en fait, parce que j'en ai plus. On n'avait plus de disponible. Je me suis dit, je vais me le faire moi-même. Tu vois, et là, quand je serre un peu comme ça, c'est un peu, bon, c'est pas mou, mais, tu vois, ça prend bien toute la main. J'imagine un gros sein avec un petit téton, tu vois, les petits tétons comme ça. Ça s'appelle comment, d'ailleurs, l'auréole? L'aréole. L'aréole. Tout à fait. L'aréole qui est pas trop gros. Toi, t'aimes bien les grosses aréoles? Pas vraiment. Ben voilà, une petite aréole, comme ça, il manque juste ça avec le téton, je trouve. Tout à fait. Et voilà. Et puis, je touche comme ça. Ouais. C'est une belle gestuelle d'avoir un sein en guise de crâne. C'est pas mal. Ça passerait bien. Non, je suis en mode moine. T'as oublié ou quoi? C'est vrai. Et pour ça, t'as fait la coupe? Je Mais en comprends. parlant de coupe, tu regardes le foot? Je regarde le foot, ça m'arrive, ouais. C'est un bon divertissement, c'est sympathique. Récemment, là, j'étais au match du PSG au parc. J'ai été invité. J'ai kiffé. C'était la première fois que j'allais voir un match de foot dans la vraie vie. Moi, j'aime pas le foot. Ok. En fait, moi, j'aime le foot, mais t'as compris mon rêve. Je suis un footix. J'aime quand c'est Mbappé, quand c'est l'équipe de France qui joue. Le PSG aussi, parce que j'ai un Paris. C'est des paris, un peu? Non, pas trop. C'est pas trop mon En débat. parlant de Paris, tu sais qu'à Paris, il y a beaucoup de Noirs. Ah bon? Ouais. Et tu penses qu'il y a combien de pourcentage de Noirs, combien de pourcentage d'Arabes, de Juifs et de Blancs à Paris? Ça m'intéresse. Frérot, bonne question, j'en ai aucune idée. Merci encore d'être venu à la maison. Ça m'a fait grave plaisir. J'ai adoré avoir ces petites discussions avec toi. J'ai appris plein de choses. En plus, franchement, ça se voit que ton cerveau et tout, ton crâne, il est rempli d'informations et que j'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. J'espère en apprendre encore plein. C'est Encore. adorable, c'est gentil, frérot. J'essaye d'être authentique. J'essaye de parler avec le cœur, avec la tête. À défaut de montrer mon visage, au moins, les gens peuvent voir mon âme. Ah oui, c'est beau ce que tu dis. Frérot, écrivain, best-seller, meilleur écrivain de ma génération, le 3e livre qui arrive bientôt. Voilà les livres du rabbin. Bref, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez. Dites-moi si vous voulez que j'invite d'autres personnes comme ça ou sinon, j'aime me faire foutre.